Elle casse les systèmes de cryptographie pour la bonne cause. Elle tente de découvrir des fonctions mathématiques capables d'améliorer la performance des systèmes de chiffrement et elle s'entoure d'une équipe pluridisciplinaire passionnée par la cryptographie post-quantique. Voici le moment de découvrir Anne Canto, directrice de recherche au sein de l'équipe projet Cosmique du centre INRIA de Paris, lauréate du prix Irène Joliot-Curie 2023. On la découvre tout de suite dans un échange d'une haute tenue avec Héloïse Ponce, qui est journaliste au Point. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci Anne d'être là avec nous. Pour démarrer, peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la cryptographie et pourquoi c'est important aujourd'hui? Bonjour à tous et à toutes. La cryptographie, ça désigne toutes les méthodes algorithmiques ou mathématiques qu'on applique à nos données pour les protéger contre des interventions malveillantes. Alors je précise pour les protéger contre des interventions malveillantes parce qu'on peut vouloir protéger nos données ou nos communications contre les erreurs, contre le bruit, mais ça c'est d'autres techniques, c'est de la correction d'erreurs par exemple. En cryptographie, vraiment, on essaie de se protéger contre des attaquants. Et pourquoi c'est important? C'est important dans plein de domaines. Pour ceux d'entre vous qui étaient tout à l'heure à la table ronde cybersécurité, cyberdéfense, on a parlé bien sûr d'infrastructures critiques. Alors c'est souvent ça qu'on a à l'esprit quand on parle de cryptographie et de protection de nos données ou de nos communications. En général, on pense à deux choses. On pense à la défense et on pense à son compte en banque. Donc il y a plus que la défense dans nos infrastructures importantes à protéger. Pensez aux hôpitaux, par exemple. Évidemment, quand on fait une attaque informatique sur un hôpital, ça cause des vies humaines, souvent. Et puis, c'est une action de sabotage, de déstabilisation d'un pays. Ça concerne aussi tous nos acteurs économiques. Quand vous êtes une entreprise, vous n'avez pas envie qu'un certain nombre de vos données tombent dans les mains de votre concurrent. Et puis, ça concerne chacun et chacune d'entre nous. On pense à son compte en banque, à nos données bancaires qui finalement ne sont pas du tout les données les plus sensibles parce que certes, il peut y avoir du piratage sur les transactions bancaires, mais bon, il y a des assurances qui permettent, c'est évidemment pénible quand on est piraté, mais les assurances permettent qu'on retrouve notre argent et les banques font toujours un compromis entre le coût de la fraude et puis le coût de sécuriser plus leur système. Donc c'est une question d'argent, c'est un compromis économique qui est assez facile à faire. Il y a des données personnelles qui sont beaucoup plus sensibles que nos données bancaires et dont nous disposons tous. C'est par exemple nos données de santé, nos données médicales. Pour prendre un exemple un petit peu extrême, il y a un pourcentage relativement important, en tout cas non négligeable, de la population pour qui on a dû réaliser un karyotype et pour qui il y a des données génétiques qui traînent. Pensez par exemple au fait que, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand il y avait des suspicions de trisomie 21 avant la naissance, on faisait une amniosynthèse et donc on réalisait un karyotype pour savoir si le bébé avait des malformations génétiques ou pouvait porter des maladies génétiques. Ces données-là, elles sont quelque part. Et donc ces données-là, on n'a probablement pas envie qu'elles tombent dans les mains d'un assureur ou de n'importe qui. Enfin, notre histoire a montré qu'on pouvait faire des usages de ce type de données qu'on n'avait pas envie de revoir. Donc tout ça pour vous dire qu'on a tous des données auxquelles on ne pense pas vraiment et qui sont des données sensibles et qu'on doit protéger. Donc voilà pourquoi la cryptographie est importante. Vous l'utilisez tout le temps dans votre téléphone, quand vous naviguez sur Internet. Heureusement, vous vous en rendez pas compte, c'est transparent, mais vous l'utilisez chaque jour et plusieurs fois par jour. Et alors, vous me disiez aussi, quand on échangeait sur le sujet, peut-être aussi un peu par déformation professionnelle, vous voyez vraiment des failles partout. Et donc, notamment, je vais vous laisser rentrer dans le détail de ces exemples, mais avec le défibrillateur de votre mère, à la cantine de votre fille, un peu partout. Oui, c'est vrai. Alors la cryptographie, c'est ce qu'on appelle une science adversariale. C'est une science où on doit se mettre à la place d'un adversaire et comprendre ce que doit faire un adversaire. C'est vrai, c'est beaucoup vrai pour plein de domaines de sécurité, pas que la sécurité informatique. Et on a un certain nombre même de collègues scientifiques
qui comprennent pas bien l'idée. Donc moi, j'ai entendu des collègues me dire ah non, mais vous, les cryptographes, vous êtes des gens pas constructifs, vous voyez le mal partout, vous envisagez des scénarios complètement improbables et complètement irréalistes. Bon, je pense que les gens qui ont dit un jour qu'il allait falloir construire les centrales nucléaires de telle sorte de se protéger contre la chute d'un avion, on a dû leur dire non mais n'importe quoi, ça coûte cher et c'est un scénario complètement improbable, jusqu'au jour où malheureusement on a vu que ça pouvait arriver. Donc cette science adversariale, le fait de se mettre à la place d'un attaquant, oui, c'est quelque chose d'assez particulier. Et effectivement, quand on a l'esprit un peu formé à ça, on se rend compte des failles de sécurité et du fait que parfois, on nous donne, on utilise des systèmes pour lesquels ça n'a pas été réfléchi, ça n'a pas été pensé. Donc, oui, il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, ma fille, au lycée, revient un jour en disant à la cantine, en fait, on change le système de badge parce qu'il y en avait plein, ils oubliaient leur badge. Et donc, à la place, on va avoir un système biométrique. On va devoir mettre notre main et nos empreintes digitales à la place des badges. Il faut que tu me signes un papier pour dire que tu es d'accord. Je dis, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tes empreintes digitales, c'est des données qui sont des données biométriques. Elles vont être stockées quelque part ou je ne sais pas. Je ne sais même pas si ça va être en France. Est-ce que le serveur il va être sécurisé? Je ne sais pas. Et quel est le gain qu'on va avoir à faire ça? Le gain, il n'est pas terrible. Le gain, c'est juste pour les lycéens qui oublient leur badge. Après tout, si ils doivent manger ailleurs ou s'ils ne mangent pas quand ils ont oublié leur badge, la fois suivante, ils ne l'oublieront pas. Donc ça, c'est un vrai problème, je pense. Que quand on met en place... Il y a un peu... une histoire de solutionnisme technologique, de dire waouh, ça va être une super solution, on ne pèse pas la balance entre les bénéfices et les risques. Dans un cas comme ça, il y a des risques. Est-ce qu'ils sont importants, pas importants? Je ne sais pas. Il y a des bénéfices. Est-ce que le bénéfice est suffisant pour qu'on prenne le risque? Moi, je ne crois pas. Pour moi, c'est exactement... Je dis ça souvent, moi je suis un peu comme les gens qui font de la pharmacovigilance. Moi je fais les notices des médicaments et je vous mets les effets secondaires. Quels sont les risques? Eh bien, vous savez comme moi qu'il y a des médicaments qui ont des effets secondaires abominables, mais qu'on prend quand même, parce que leurs effets positifs sont plus importants que les effets secondaires. Et puis par contre, on arrive à dire il y a des médicaments contre le rhume qui ont des risques et des effets secondaires qui arrivent très très rarement, mais leurs bénéfices, c'est de soigner un rhume. Alors c'est vrai que c'est pénible quand on a un rhume, mais on pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et donc oui, vous avez parlé du défibrillateur de ma maman. Ma maman avait un défibrillateur implanté. Donc vous voyez, un défibrillateur, ça fait pacemaker, mais en plus, quand il y a un arrêt cardiaque, ça choque, exactement comme les défibrillateurs qu'on a dans les lieux publics. Et donc ça se règle par une télécommande. Le cardiologue, il vous règle ça par télécommande. Et la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu un choc. J'ai dit, mais il y a de la sécurité là-dedans. Et évidemment, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas pour une très bonne raison, c'est que la sécurité, c'est un coût en énergie, ça demande de faire des opérations. Et l'énergie dans un implant médical, elle vient d'une batterie qui est implantée dans l'organisme. Donc, dire qu'on va mettre de la sécurité, ça veut dire que ça va coûter de l'énergie, il va falloir opérer les gens plus souvent pour changer la batterie. C'est des gens cardiaques, donc est-ce qu'on a envie de faire ça? C'est pas clair. Et j'ai appris après, en faisant des recherches, que Dick Cheney, l'ancien vice-président des États-Unis, il avait un défibrillateur implanté et il avait obtenu de ses médecins, après le 11 septembre, de pouvoir le désactiver à chaque fois qu'il allait en réunion publique parce qu'il avait peur parce qu'effectivement, vous faites choquer un truc comme ça 3 fois et ça suffit pour tuer quelqu'un. Et il avait peur qu'il y ait des attaquants qui le tuent comme ça. Voilà. Donc oui, j'ai une déformation professionnelle, j'avoue. Alors pour parler un peu de la manière, un peu concrètement dont vous travaillez, vous me disiez que vous vous sentiez parfois un peu comme une enquêtrice dans votre travail de cryptanalyse. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Donc on parle souvent de pirate informatique. Vous préférez l'image de Corsair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous procédez concrètement dans votre travail? Alors oui, je préfère l'image de Corsair, je suis dunkerquoise. Donc la patrie de Jean Bart, c'est pas rien. Quand on dit quelqu'un qui vient de la patrie de Jean Bart que c'est un pirate, c'est difficile à accepter. Donc effectivement, je suis Corsair, je travaille pour la recherche publique, comme Jean Bart travaillait pour le roi. Alors,
comment ça fonctionne, hein? Et effectivement, je dis souvent ça, et je crois que c'est vrai pour beaucoup de métiers de la recherche, hein, ce n'est pas spécifique à mon domaine. J'utilise cette image de l'enquêteur comme dans les romans policiers, hein, vous savez, où on essaie de tirer un fil, on a un indice, on regarde ce qui se passe. Moi, dans mon métier, une partie, un volet essentiel de mon travail, c'est de faire de la cryptanalyse, donc d'essayer de casser des systèmes qui existent. Pourquoi ? Parce que Claude Shannon a démontré, à la fin des années 1940, qu'il n'y avait pas de système cryptographique, de système de chiffrement, donc qui protège la confidentialité des données, qui soit parfait. Autrement dit, ça veut dire que... Alors, je dis ça un peu rapidement, le théorème, il dit exactement que pour qu'un système de chiffrement soit parfait, il faut utiliser un secret qui soit aussi long que les messages qu'on veut échanger. Autrement dit, ces systèmes parfaits, on ne peut pas les utiliser. Ils sont inutilisables en pratique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans tous les systèmes que nous utilisons, tous sont théoriquement cassables. Vous prenez chacun d'entre eux, eh bien, on sait que quand vous observez le message qui a été chiffré, ce message, vous pouvez en tirer de l'information sur le contenu, le message clair, hein, le contenu avant qu'il soit chiffré. Et donc, la question qui se pose au cryptographe, c'est pas de savoir si le système qu'il est en train de regarder ou en train de concevoir est parfait ou pas. On sait qu'il n'est pas parfait. La question, c'est quel est l'effort qu'il faut pour réussir à le casser. Donc, c'est pour ça que mon travail, ça consiste à essayer de casser ces systèmes. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je regarde un système, un de nos standards de chiffrement ou un système de chiffrement qui a été proposé par des collègues. Et puis, j'essaie de le casser. Donc, comment on fait ça ? On cherche des indices. D'où l'image de l'enquêteur. On cherche des indices. C'est quoi les indices ? C'est des indices mathématiques. En fait, on regarde la structure des transformations qui sont utilisées à l'intérieur et on dit, tiens, cette fonction-là, elle a telle propriété algébrique. Quand on l'écrit comme ça, quand on la représente, par exemple, sur un corps fini, eh bien, son degré, il n'est pas si élevé. Est-ce qu'on pourrait utiliser ça ? Et puis, ce qu'on fait souvent aussi, c'est qu'on essaie d'affaiblir un petit peu le système pour savoir si on arriverait à casser un système un peu plus faible. Donc, c'est un peu, j'enlève tel morceau, est-ce qu'il est toujours sûr ou est-ce que là, j'arrive à le casser ? Voilà, donc c'est ça notre métier au quotidien. Alors, ça prend longtemps, hein, je dis ça, j'ai l'air de dire que j'en fais ça en 3 jours. En fait, quand on s'attaque à un système, c'est en mois, parfois en années que l'on parle. Et souvent, les systèmes, fort heureusement, comme les systèmes qu'on regarde, souvent, c'est des standards, c'est des systèmes qui sont utilisés. Fort heureusement, on ne les casse pas complètement, on les égratigne. Mais c'est important de les égratigner parce que, d'abord, ça nous définit la marge de sécurité qu'on a. Ça nous dit, un système qui a, par exemple, 16 itérations, en fait, s'il en avait 14, on saurait le casser. Alors, est-ce qu'on a assez de marge de sécurité ? C'est pas sûr. Et donc, ça, c'est vraiment important de savoir où on en est et ça nous dit à quel moment il faut commencer à réfléchir à les remplacer. Et alors, pour rentrer encore un petit peu plus dans le détail de vos travaux en particulier, vous travaillez donc sur les primitives cryptographiques. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer ça dans des termes compréhensibles du grand public ? Alors, quand on parle de cybersécurité, de sécurité informatique, il y a plein de choses qui sont mises en œuvre là-dedans. En particulier, si vous pensez à ce qu'on appelle un protocole cryptographique, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple une messagerie chiffrée, hein, si vous utilisez Signal ou Telegram. C'est, si on veut parler de protocole très compliqué, un protocole de vote électronique. Ou bien un protocole plus simple que vous utilisez tout le temps, le protocole TLS, le HTTPS que vous voyez dans votre barre d'outils de navigation. Là, le S, il est pour sécurité. Et donc, ça, c'est des protocoles cryptographiques. Donc ça, c'est quoi un protocole cryptographique ? Ça spécifie comment on s'échange des messages entre les différents protagonistes et puis comment ces messages sont transformés. Et ces transformations de messages, eh bien, c'est ça qu'on appelle les primitives cryptographiques. Donc principalement, ce n'est pas la seule, mais celle que vous pouvez garder à l'esprit, c'est le chiffrement. C'est comment on transforme un message de telle sorte qu'il devienne illisible pour quelqu'un qui va l'intercepter, sauf s'il connaît un certain secret. Et donc, quand vous représentez
un protocole crypto comme ça, c'est des flèches et puis des boîtes. Donc moi, je fais ces fameuses boîtes qui sont ces transformations élémentaires. Et j'ai une collègue qui s'appelle Véronique Cortier qui, elle, travaille sur les protocoles de vote électronique au Lauréat à Nancy. Et Véronique a utilisé une image que je réutilise tout le temps parce que je l'aime vraiment bien, je trouve qu'elle marche vraiment bien. Véronique, elle disait un protocole cryptographique, c'est comme une bibliothèque Ikea. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Si vous regardez une bibliothèque Ikea, il y a plusieurs choses. Et moi, mon travail, c'est de faire les planches. Alors, si les planches, elles sont mal faites, votre bibliothèque, elle ne va pas aller très loin. Si les planches, elles ne sont pas aux bonnes dimensions, qu'elles ne supportent pas la charge attendue, ça va mal se passer. Le travail de ma collègue Véronique, qui travaille sur les protocoles cryptographiques, elle a fait la notice de montage. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va supposer que mes planches sont parfaites. Et puis, elle va démontrer mathématiquement que si, avec la notice qu'elle propose, eh bien, elle va bien obtenir quelque chose qui tient debout. Mais elle va faire l'hypothèse que mes planches sont parfaites. Et puis, vous voyez que quand vous faites que vous montez une bibliothèque Ikea, parfois, elle est bancale. Ça peut être de ma faute, parce que les planches sont mal faites. C'est assez souvent, c'est pas la cryptographie, le problème. Ça arrive, mais souvent, c'est pas moi. Ça peut être de la faute de Véronique, parce que les trous sont pas faits aux bons endroits, parce que les vis qu'on vous a données, elles sont trop courtes. Assez souvent, quand même, quand votre bibliothèque elle est bancale, c'est de la faute de celui ou de celle qui l'a montée et qui n'a pas bien suivi les instructions. En sécurité, c'est pareil. Assez souvent, quand il y a une faille, eh bien, ça vient de la personne qui a implémenté de l'implémentation. Ça peut être du logiciel, du matériel, mais il y a quelque chose qui est fait dans l'implémentation qui ne respecte pas les contraintes. Il y a un bug quelque part. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour faire de la sécurité informatique, eh bien, il y a un aspect qui est essentiel, c'est la question de vérification du logiciel. On en a un petit peu parlé ce matin à la table ronde de cyberdéfense en filigrane. C'est cette question de vérifier un logiciel, encore plus si le logiciel il a été généré avec un truc d'IA. Et donc, il y a des bugs pas humains qui ont été mis là-dedans. Donc ça, c'est un domaine essentiel. C'est un domaine qui est lié à la théorie des langages. La sémantique des langages, etc. C'est un sujet compliqué sur lequel on sait faire des choses, mais pour des petits logiciels. On sait vérifier, par exemple, des morceaux critiques du logiciel de commande de vol des Airbus. Mais par exemple, vérifier le logiciel qu'il y a dans des voitures électriques, il y en a tellement qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire ça automatiquement. Donc on sait faire en faisant des tests, mais les tests, ils ne vont jamais couvrir toutes les situations. Donc ça, c'est un sujet critique pour la sécurité. Et puis, il y en a plein. Si vous pensez à votre bibliothèque Ikea, vous pouvez aussi penser qu'elle peut être bancale parce que vous l'avez mis sur un sol qui n'est pas plan. Ça arrive aussi. Alors ça veut dire que c'est ce qui se passe quand on fait tourner notre cryptographie sur nos processeurs actuels, qui sont des processeurs hyper compliqués, des objets hyper compliqués. Et puis, la cryptographie, elle a beau être correcte, implémentée correctement, etc., tout aux petits oignons, eh bien, il y a une fuite, il y a des secrets qu'on arrive à attraper. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas pensé que le processeur, il fonctionne de façon un peu bizarre. Et ça, c'est des questions de micro-architecture des processeurs qui ont l'air comme ça très, très loin de la cryptographie, ces questions de micro-architecture, de compilation, mais qui, en fait, ont des influences très très forte. Si jamais certains d'entre vous ont parlé des fameuses attaques spectres, par exemple, c'est des attaques sur la micro-architecture des processeurs et pas du tout sur la cryptographie. Voilà. Tout ça pour dire que oui, les primitives cryptographiques, c'est un tout petit bout, c'est un peu la clé de voûte de cette sécurité informatique, mais c'est seulement un tout petit bout. Et notre sécurité, elle n'existe pas sans tout ce qu'il y a autour. Donc c'est vraiment plurithématique et pluridisciplinaire. Ouais. Et alors du coup, je vais rebondir sur un exemple que vous avez donné rapidement, c'est les systèmes de vote électronique. Pourquoi c'est particulièrement complexe et est-ce que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne démocratise pas, on n'arrive pas à démocratiser ce genre de système ? Alors, je ne pense pas que ça soit la raison. Il y a une vraie raison démocratique pour laquelle on n'utilise pas ce genre de système, ou en tout cas, on doit le limiter au moins pour des élections citoyennes. Pourquoi ? Parce que il y a une propriété des élections qui est importante, c'est que quand vous allez voter, on vérifie que personne n'est en train de faire pression sur vous. Il n'y a personne qui rentre dans l'isoloir avec vous et qui vérifie pour qui vous votez. Donc, vous pouvez toujours dire oui, j'ai voté pour machin, mais vous n'avez aucun moyen d'apporter la preuve à quelqu'un
de ce fait. Si vous votez depuis chez vous devant un ordinateur, c'est plus la même chose. Donc il y a un vrai souci de ce point de vue-là. Et tous les collègues, enfin au moins ceux que je connais, qui travaillent sur le vote électronique, disent toujours le vote électronique, c'est très bien pour des votes qu'on a dans une association. À l'Académie des sciences, on vote comme ça avec un protocole de vote électronique, c'est super, ça permet de voter comme ça à distance, mais il faut faire attention au contexte d'utilisation. Et pourquoi c'est complexe? Parce que c'est horriblement complexe le vote, les propriétés qu'on doit assurer dans un vote. Il faut que vous ne puissiez pas voter plusieurs fois. Par contre, il faut que personne ne sache pour qui vous avez voté, mais il faut être capable de calculer le résultat. Donc on fait ça avec du chiffrement qui s'appelle du chiffrement homomorphe, parce que ça veut dire qu'on chiffre, donc on rend illisible votre bulletin de vote, mais en même temps on est capable de révéler la somme sans révéler les votes individuels. Donc oui, techniquement c'est compliqué. Et alors un autre défi qui attend la recherche en cryptographie, c'est l'arrivée potentielle d'un ordinateur quantique qui bouleverserait, qui rendrait en fait caduque, vous me dites si je me trompe, mais les systèmes de chiffrement actuels. Comment vous abordez ce sujet? Vous vous préparez à ces sujets avec l'arrivée de l'ordinateur quantique? Ah, l'ordinateur quantique. Ça, c'est un truc que je trouve extraordinaire parce que, en termes de communication, parce que je me promène n'importe où en France, tout le monde me parle de l'ordinateur quantique. Alors, l'ordinateur, donc moi je ne suis pas physicienne, je le dis tout de suite. Par contre, j'ai fait ma thèse, donc il y a quand même un certain temps, sur la cryptographie qui résisterait à l'ordinateur quantique. Donc ce matin, toujours à la table ronde cyberdéfense, j'ai entendu une phrase qui était, alors c'est toujours compliqué hein, quand on parle comme ça, d'être hyper précis et puis sans parler pendant 10 minutes. Donc quand on fait une phrase, donc c'est pas du tout une critique sur les gens qui l'ont prononcée, mais la phrase était « On va bientôt avoir un ordinateur quantique qui va nous obliger ou qui va casser toute notre cryptographie ». Alors 2 commentaires sur cette phrase. Le premier, c'est « On va bientôt avoir un ordinateur quantique ». S'il y a des gens qui savent ça, bravo. Là, je pense sérieusement, c'est un vrai problème, peut-être de quiproquo qu'on a quand on parle, nous, les chercheurs, aux femmes et aux hommes politiques ou aux décideurs. Un quiproquo qu'on a sur notre échelle de temps. Quand moi je dis à long terme, peut-être on va avoir un ordinateur quantique, eux, ils n'entendent pas la même chose que moi. Donc, j'ai eu cette discussion parce que je suis allée faire une formation il n'y a pas longtemps à l'INSP, donc qui est le nouvel ENA, et j'ai quelqu'un qui m'a dit « Mais l'ordinateur quantique, dans 1 an ou 2, on en a un. » Ah bon. Et en fait, oui, ce quiproquo, il est problématique. Moi, quand je discute avec mes collègues qui travaillent sur le sujet, qui font de l'informatique quantique, je leur en ai parlé donc en rentrant de cette formation, et ils m'ont dit, nous, on pense qu'il y a à peu près 30% de chances qu'il y aura un ordinateur quantique dans 30 ans. On n'est pas en train de dire on va en avoir un dans 1 an ou dans 2 ans. Hein. Donc il y a des discussions, bien sûr, suivant les technologies utilisées, etc. Je redis, je ne suis pas physicienne, donc mais j'entends tout ce que mes collègues qui travaillent sur le sujet disent autour de moi. Donc c'est important, je pense, qu'on rétablisse ça. Alors, je comprends pourquoi, en termes de communication, d'abord c'est plus rapide de dire on va bientôt avoir un ordinateur quantique, puis ça fait plus rêver, puis les gens ils retiennent ça. Je pense que c'est quand même bien pour ne pas faire des promesses comme ça. C'est important qu'on rétablisse le fait que voilà, c'est de la recherche et c'est vraiment de la recherche encore assez fondamentale, donc on n'est pas en train de faire quelque chose dont on est sûr que ça va arriver dans 1 an ou dans 2 ans. Donc ça, c'est le premier pan de l'assertion. Et puis le deuxième pan, c'est si on a un ordinateur quantique, il va casser toute notre cryptographie. Et ça non plus, c'est pas vrai. Il ne va casser qu'un morceau de la cryptographie, qui est certes un morceau qu'il y a dans à peu près toutes les applications, mais qui est un petit bout. Donc c'est un petit bout qu'on doit remplacer, mais on dit toujours ça parce que ce petit bout-là, c'est le RSA et c'est ce qu'on apprend au lycée. Dans la tête de tout le monde, cryptographie égale RSA et RSA cassé par l'ordinateur quantique. Donc pour expliquer rapidement cette histoire d'ordinateur quantique, le fameux ordinateur quantique, il sait faire
deux choses. Enfin, on sait qu'il sait faire deux choses qui sont intéressantes pour les cryptographes. La première chose, c'est que quand vous voulez faire une recherche, tester n valeurs, en fait, il peut le faire en même temps, pas en temps proportionnel à n, mais en temps proportionnel à racine de n. Donc ça, c'est important pour les cryptographes parce qu'il y a toujours une attaque qui n'est pas la plus intelligente en cryptographie, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est essayer toutes les clés. Et donc, quand vous avez une clé qui est un mot binaire de longueur k, donc il y a k bits, il y a 2 puissance k possibilités pour cette clé, eh bien l'ordinateur quantique, il n'a pas besoin de 2 puissance k opérations pour les essayer toutes, il a besoin de racine de 2 puissance k, c'est-à-dire 2 puissance k sur 2. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos systèmes cryptographiques de base, les standards comme ceux sur lesquels je travaille, il va falloir augmenter, multiplier par 2 leur longueur de clé. Voilà. Donc ça, c'est clair. Ça, ce n'est pas un changement de paradigme très important. Ça demande du travail, on y réfléchit depuis longtemps, mais ce n'est pas un verrou technologique. La deuxième chose, de nature très différente, et on sait depuis les années 1990 qu'un ordinateur quantique, s'il existe, va pouvoir faire ça, c'est ce qu'expliquait Laura Chobard ce matin, c'est qu'un ordinateur quantique, il va être capable de factoriser des nombres, donc de les décomposer en produits de nombres premiers, ou bien un problème qui est très très proche et qui est très lié, de calculer des logarithmes dans des groupes, donc des logarithmes discrets. Il va être capable de faire ça dans un temps polynomial en la taille des nombres, alors que pour l'instant, on ne sait faire que des choses qui sont sous-exponentielles. Autrement dit, il va savoir le faire beaucoup plus vite et beaucoup trop vite. Et donc, on a un certain nombre d'algorithmes de cryptographie qui servent essentiellement à s'échanger des clés. Et ces algorithmes-là, comme le RSA, le protocole de Diffie-Hellman, eh bien, le jour où il y a un ordinateur quantique, effectivement, leur sécurité s'écroule. Donc, il faut les remplacer. Et heureusement, on n'est pas en train de se réveiller, heureusement, pour les remplacer. Et donc, on cherche des techniques qui puissent les remplacer, de cryptographie à clé publique, toujours, qui reposent sur d'autres problèmes difficiles. Alors, des techniques comme ça, on ne débarque pas. Il y en a qui ont été proposées en même temps que le RSA. Des problèmes difficiles comme ça. Moi, j'ai fait ma thèse sur le sujet. Et j'y reviendrai sans doute tout à l'heure. Mais donc, on n'est pas démunis. Par contre, c'est des techniques, si on les a moins utilisées que le RSA, c'est parce qu'elles sont moins agréables. Les clés sont plus longues, les performances sont un peu moins bonnes, etc. Et donc, il faut vraiment étudier beaucoup leur sécurité, regarder comment on peut changer, les changer dans les systèmes, etc. Il y a une procédure, un process de standardisation international qui est en cours sur ces techniques de cryptographie post-quantique. Donc, on n'est pas du tout démunis. Alors, je reviens sur l'assertion de est-ce qu'un ordinateur quantique met à mal toutes nos techniques de cryptographie? Il faut faire un petit peu attention, parce qu'on est en train, mais on est vraiment encore en train de parler de recherche, de travailler sur ces techniques post-quantiques. Est-ce que pour autant, on est en train de dire que dans toutes les applications, il faut remplacer le RSA et nos bonnes vieilles techniques qu'on utilise depuis les années 1970 par ces techniques post-quantiques qui sont beaucoup plus neuves? Moi, je ne suis pas sûre. On est en train de remplacer nos techniques très éprouvées par des techniques plus récentes, moins éprouvées, parce qu'il y a un risque qui est un risque dont on a du mal à évaluer la probabilité. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait sur ce sujet-là. Super, bon, on va un peu sortir du quantique pour redescendre sur Terre et parler un petit peu de votre parcours. Vous me disiez qu'au départ, vous vouliez vraiment tout faire sauf de l'informatique. Vous vouliez même aller vers une voie littéraire, etc. Alors, comment vous en êtes arrivé là, aujourd'hui ? Oui, c'est vrai, je parle très souvent de ça parce que d'abord, je vais souvent dans les collèges et les lycées, donc je raconte ça. Et puis, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur notre domaine, sur l'image qu'on renvoyait. Donc, c'est vrai que moi, j'étais à Dunkerque au lycée, je ne savais pas bien ce que je voulais faire. Certainement pas de la recherche en informatique. L'informatique, je ne savais pas ce que c'était, j'en avais jamais fait au lycée. Et puis, la recherche, je ne savais même pas que ça existait. Donc, j'étais bonne élève, j'aimais bien la littérature, j'aimais bien les sciences. À un moment, j'ai dû choisir, j'étais prise en prépa et en lettres et en sciences. Je dis toujours, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais bon, comme c'est la vérité, je le dis quand même. J'ai choisi par paresse. Je trouvais que c'était beaucoup moins fatigant de faire des sciences que de faire des lettres.
C'est vrai, hein, voilà, quand on est en cours de maths, une fois qu'on a compris, on a compris. On n'a pas des dissertes à écrire et tout ça, donc c'était moins fatigant. Donc j'ai fait des sciences. Je suis sortie de classe prépa, j'ai été reçue à plusieurs concours d'école d'ingénieurs et je savais toujours pas ce que je voulais faire. Par contre, je savais une chose, c'était que je ne voulais pas faire d'informatique. J'en avais toujours jamais fait. Hein. J'en avais fait un tout petit peu à l'époque en prépa. On en faisait, je crois, 1 heure par semaine, fait par le prof de maths qui faisait ce qu'il pouvait. Mais voilà. Mais je voulais pas faire d'informatique, donc j'ai dit non, par exemple, à Télécom Paris. Télécom, ça sentait un peu trop l'informatique pour moi. Je voulais pas. Et donc j'ai écouté un copain de prépa qui m'a dit moi je suis dans une école qui s'appelle l'ENSTA et c'est super. J'ai fait des maths, donc je suis allée à l'ENSTA. Et puis, quand je suis arrivée à l'ENSTA, mon premier cours, ça a été le système Unix. Le cours suivant, ça a été la programmation en ADA. Enfin, voilà. Et ouais, il ne m'avait pas tout expliqué. Puis, bon, voilà. On n'avait pas tous les programmes qui étaient disponibles comme ça. Et donc, j'ai eu mes premiers cours d'informatique. Et ça m'a émerveillée. J'ai dit, mais c'est ça l'informatique? Mais c'est super, j'adore ça. Et en fait, c'est comme ça que... Pour finir l'histoire, que je me suis rendu compte que j'aimais l'informatique et que j'ai cherché un domaine, comme j'aimais les maths, qui soit à la frontière entre les maths et l'info, d'où la cryptographie. Mais ça m'a beaucoup interrogée après sur le fait que je ne voulais absolument pas faire d'informatique alors que je ne savais rien de ce que c'était. Je pense que c'est toujours le cas. Hein. Quand on passe dans les collèges et les lycées, on entend la même chose. Je ne suis pas la seule et ça n'a pas beaucoup changé. Quand vous ne connaissez pas un domaine, la seule chose à laquelle vous pouvez vous référer, c'est l'image que la société renvoie de ce domaine. Et donc, moi, comme les jeunes filles actuellement, l'image qu'on se fait de l'informatique, le fameux geek à capuche dans son garage, elle n'a pas tellement changé. Et donc, c'était évident que ce n'était pas pour moi. Et plus tard, en tant que femme chercheuse, vous êtes quand même confrontée à votre situation de femme dans un milieu de recherche très masculin, un des plus masculins de la recherche d'ailleurs, non? Et est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ça et peut-être nous dire, selon vous, quels sont les leviers aujourd'hui pour encourager les femmes à aller plus massivement vers ces secteurs-là? Alors, le quotidien pour moi d'être... effectivement, on n'est pas beaucoup de femmes. À l'INRIA, on est 18% de chercheuses. L'INRIA, c'est informatique et mathématiques appliquées. Il y a beaucoup plus de femmes en mathématiques appliquées qu'en informatique. Je ne sais pas quel pourcentage on est. Et puis, pour rajouter un truc qui n'est pas très optimiste, c'est qu'en 2013, on était 17,5%. Maintenant, on est 18%. L'an dernier, on a recruté à peu près une quarantaine de chercheurs. À l'INRIA, le pourcentage de femmes, c'est 16,6%. Donc, vous voyez qu'on progresse à grands pas. Donc, qu'est-ce que ça fait au quotidien? Moi, j'ai eu la chance, je pense que ce n'est pas un hasard, d'être toujours, ou à peu près toujours, dans des équipes où il y avait déjà des femmes. Sauf à un moment, j'ai été en postdoc 1 an à l'ETH à Zurich, au département d'Electrical Engineering, qui est un grand département très prestigieux de l'ETH, qui était super d'ailleurs. Et donc, on était dans un bâtiment de 6 étages et j'étais la seule femme. Il n'y avait même pas de toilette pour les femmes. Je devais aller aux toilettes au bâtiment en face parce qu'il y avait 2 secrétaires. Et donc, j'ai passé 1 an où tous les gens qui me croisaient dans le couloir me disaient qu'est-ce que tu fais ici? Tu es la femme de qui? Et je me suis rendu compte que c'était très différent d'être dans un milieu où il n'y avait aucune femme et dans un milieu où il y avait un petit peu de femmes. Et ça, c'est un vrai problème pour moi. À l'INRIA, on a plus du tiers, je crois, des équipes où il y a 0 chercheuse. S'il y a 0 chercheuse, ça veut dire qu'après, il y a 0 doctorante, parce que les jeunes filles, elles n'ont pas envie d'y aller. Elles n'ont pas envie d'aller dans un milieu où il n'y a aucune femme. Et donc, il y a un vrai problème d'amorçage de la situation. Et c'est vrai que c'est un sujet auquel on réfléchit pas beaucoup, à mon avis. Par exemple, moi j'avais dit ça, on ne l'a pas fait, mais quand on a changé de locaux à l'INRIA, essayer de regrouper, mettre dans un même couloir les équipes où il y a des femmes et puis les équipes où il n'y en a pas. Comme ça veut dire qu'à la salle à café, une doctorante qui est dans une équipe où il n'y a pas de femmes, elle rencontre quand même les femmes qui sont dans l'équipe d'à côté. Ouais. Et c'est vrai que sur le sujet, vous déplorez une attitude un peu schizophrène au niveau politique, notamment. Donc on n'arrête pas de parler de la place des femmes en sciences, on en fait des caisses en termes de communication. Et à côté de ça, on fait des réformes qui vont dans le sens inverse, en fait.
Ouais, ça c'est le truc énervant, c'est le fait qu'on en parle tout le temps, mais c'est un slogan. Enfin, pour plein de fois, c'est juste un slogan, c'est pour faire de la com. Donc, en même temps, on parle de ça, et puis en même temps, on fait la réforme du lycée. Alors que les associations avaient dit, au moment de la réforme du lycée, avaient prévenu en disant attention, ce choix des spécialités, ça risque de diminuer significativement la proportion de filles qui font des maths. Oui, on a considéré que ce n'était pas important. Moi, j'aime bien parler de ce sujet-là parce que on entend souvent dire que le politique n'a aucune influence. Si vous réfléchissez un petit peu à la réforme du lycée, à la façon dont ça a transformé notre société, là, il y a des réformes politiques, elles ont une vraie influence. On a diminué significativement le nombre de scientifiques qu'on formait dans ce pays. Et à l'intérieur, au sein de cette diminution, on a diminué encore plus significativement le nombre de filles qui faisaient des sciences. En particulier, on a quand même un gros pourcentage de filles qui ne font pas de mathématiques en terminale, puisqu'on nous a dit en grand renfort de com, ça n'arrive plus, on remet des maths pour tous en première, mais une fois qu'on a eu fait la com, on ne l'a pas fait en terminale. Donc, oui, c'est comme ça la com, hein, c'est one shot et après on ne fait pas. Donc oui, on n'y réfléchit pas. Donc on fait un truc pour le slogan. Pour prendre un autre exemple qui n'a rien à voir, à l'INRIA, comme la proportion de femmes est faible, on a fait quelque chose, on a fait rentrer des femmes et augmenter significativement, c'est tout à fait vrai, la proportion de femmes dans le comité de direction. Bah oui, mais il y a une femme scientifique dans le comité de direction. Donc, on a fait rentrer la DRH, la responsable du service de communication, la responsable du secteur d'appui aux politiques publiques. Donc, c'est des gens tout à fait respectables. C'est très, très bien qu'elles soient dans le ComDir, mais quelle image ça renvoie pour les scientifiques de dire dans ce comité de direction, la seule façon qu'on a eu d'augmenter le pourcentage, la proportion de femmes, c'est de faire rentrer des femmes qui n'avaient pas de formation scientifique. Pour moi, c'est vraiment des choses... je pense que ce double discours, il devient assez insupportable. Ouais. Je vais poser une dernière question avant de laisser la parole au public, mais j'en profite de ce coup de gueule pour un autre coup de gueule. Vous êtes aussi très critique sur les grandes politiques de financement de la recherche qui sont très ciblées sur l'IA, le quantique, on en parlait tout à l'heure. Au détriment en fait de certains autres secteurs primordiaux. Pourquoi c'est dangereux? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, oui, je vous ai dit j'ai fait ma thèse sur ces questions cryptographiques post-quantiques. Moi, j'ai vécu ça. Hein. Donc, dans les années 90, j'ai fait ma thèse sur ces fameux systèmes de chiffrement qui résisteraient à un ordinateur quantique. Et à l'époque, tout le monde m'a dit, mais ça intéresse personne cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un ordinateur quantique? Alors là, ça peut intéresser des mathématiciens un peu éthérés, mais en vrai, on est très content avec notre RSA. Personne n'est intéressé par ça. Et des collègues, tout à fait à raison, m'ont dit il faut absolument que tu changes de sujet de recherche parce que tu n'auras jamais de poste avec un sujet pareil, ce qui était tout à fait vrai. Et donc, j'ai changé de sujet de recherche. Moi, je travaille maintenant sur de la cryptographie symétrique. Peu importe. Mais fort heureusement, il y avait dans mon équipe de recherche des collègues qui, eux, avaient déjà un poste et qui ont continué, qui se sont accrochés. Et c'était hyper dur pour eux. Il n'y avait pas de financement. Ils ont continué à travailler sur cette cryptographie post-quantique et ils ont pu parce qu'on a réussi à mutualiser les financements. Donc, nous, on récupérait un peu d'argent pour notre crypto et puis on leur donnait. Et heureusement, parce que le jour où, pour une raison pas forcément pour moi facile à cerner, où cet ordinateur quantique est devenu à la mode et où on s'est mis à parler de cryptographie post-quantique et où il y a eu une procédure internationale de standardisation d'un système post-quantique, eh bien, en France, on était prêts parce qu'il y avait des gens qui travaillaient depuis 20 ans sur le sujet. Et d'ailleurs, parmi les premiers standards, les premiers algorithmes qui ont été standardisés, il y a plein de Français parmi les auteurs. Pourquoi ? Parce que pendant 20 ans, ils se sont accrochés dans les périodes de vache maigre. Et donc ça, c'est effectivement un coup de gueule qui est un petit peu lié à ce que je disais tout à l'heure sur le quiproquo qu'on a dans les échelles de temps. Hein. On a cette idée maintenant qui est qu'il faut mettre le paquet sur quelques domaines. Pourquoi ? Parce que je pense que nos décideurs, ils ont besoin de voir le résultat vite, avant la fin de leur mandat. Et en fait, la recherche, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors oui, bien sûr, il y a de la recherche qu'il faut piloter.
c'est évident, on ne peut pas donner la même quantité d'argent à tout le monde, etc. Mais quand on fait ça de manière très très accentuée, quand on le fait en ce moment, eh bien on assèche plein de domaines. C'est un phénomène qui est hyper connu en sociologie des sciences, hein, ça s'appelle l'effet Mathieu. Le fait de... C'est pas juste on donne plein d'argent à un endroit où il n'y en a pas besoin, c'est on assèche mécaniquement les autres domaines. Et quand on fait de la sécurité informatique, je vous ai dit au début, il y a plein de domaines qui sont mis en jeu, les questions de microarchitecture, la vérification du logiciel. Ben, en ce moment, en cryptographie, on a des financements. Mes collègues qui font de la vérification du logiciel, de la compilation, de la microarchitecture, ils n'ont rien. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de doctorants parce qu'ils n'ont plus de quoi les payer. Et donc ça, c'est quelque chose qui se sait vite hein, dans les universités. Les doctorants, ils vont là où il y a de l'argent et ils vont dans les domaines qui sont sous les feux de la rampe et on peut comprendre. Donc ces domaines-là, on les assèche. Dès qu'il n'y a plus de doctorants, ben, c'est des domaines qui meurent. Et donc on est en train de perdre en France des domaines hyper critiques, hyper importants en recherche, qui sont très très liés à ce que nous faisons, et tout ça parce qu'on est en train de mettre tout l'argent en IA ou en informatique quantique. Donc je pense que c'est très très déraisonnable ce qu'on est en train de faire, et je le dis venant d'un domaine dans lequel il y a des financements, peut-être même un peu trop d'ailleurs. Merci beaucoup Anne. Public, on va... Monsieur. Merci, c'était vraiment très, très bien comme conférence. J'aurais 2 remarques à faire. La première, c'est que de ne pas se préoccuper, c'est pas ce que vous faites pour vous en préoccuper, mais de penser qu'on ne doit pas se préoccuper de la menace de l'ordinateur quantique contre la cryptographie sous prétexte que c'est 30% de chance dans 30 ans, c'est un peu la même chose que ne pas s'être préoccupé de la chute d'un avion sur une centrale nucléaire. Heureusement, on s'en est préoccupé. Et ici aussi, heureusement, on se préoccupe de l'ordinateur quantique. Parce que non seulement ça pourrait être avant 30 ans, mais ce qui n'a pas été dit ici et qui est absolument essentiel, c'est qu'au moment où l'ordinateur quantique devient disponible, toutes les communications du passé peuvent être rétroactivement déchiffrées par ceux qui ont pris en note la communication chiffrée en attendant l'ordi quantique pour le déchiffrer plus tard. Donc, c'est cet effet qu'on appelle en anglais « harvest now and decrypt later » qui fait qu'on ne peut pas se permettre de ne pas s'en préoccuper, surtout si on pense, comme vous l'avez dit, aux dossiers médicaux qui ont une durée de vie de plus que 30 ans. Première remarque. Juste la deuxième très rapidement, ensuite je vous laisse la parole. La deuxième remarque, c'est que le théorème que Claude Shannon a démontré à la fin des années 40, comme quoi pour avoir une cryptographie, une confidentialité parfaite, il faut une clé aussi longue que le message. Ce théorème est mathématiquement rigoureusement exact, mais il est faux quand même, parce que ce théorème ne tient pas compte de la réalité quantique et que dans un contexte de théorie quantique, ce théorème ne s'applique pas. Il est vrai, mais il ne s'applique pas. Et ici, je ne fais pas référence à l'ordinateur quantique du futur, mais la cryptographie quantique du présent. Merci. Merci, oui. Alors, peut-être je me suis fait mal comprendre. Hein. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas travailler sur de la crypto post-quantique. Au contraire, j'ai fait ma thèse sur ça. Donc, je vais pas dire le contraire. Je pense qu'il ne faut juste pas dire cette cryptographie-là, il faut la mettre à la poubelle systématiquement. Et c'est évident qu'il faut chercher sur ça. Mais il ne faut pas chercher que sur ça. D'ailleurs, les collègues qui travaillent sur le RSA ou le logarithme discret, je pense qu'ils disent tous qu'ils ne savent pas si la première façon qui sera inventé pour casser le RSA, ça sera un ordinateur quantique ou si ça sera une technologie classique. Je pense qu'eux-mêmes ne savent pas, et on a fait des progrès sur le log discret spectaculaires il y a une dizaine d'années qui étaient assez inattendus. Et donc oui, c'est vrai, bien sûr, la cryptographie quantique, qui a des problèmes technologiques en termes de distance, de répétition. Mais vous avez un spécialiste qui sait beaucoup plus de choses que moi sur le sujet, mais la cryptographie est une des façons comment on dit en français, de contrecarrer le théorème de Shannon et effectivement de faire du one-time pad correctement. Juste me permettre peut-être préciser d'où vous parlez parce que vous êtes un des intervenants. Ben voilà, je vais juste me permettre une publicité un peu honteuse que si vous voulez en savoir plus sur la cryptographie quantique, j'aurai une discussion avec le prix Nobel de physique Alain Aspect à 16h30 dans la grande salle. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ne la ratez pas, c'est l'inventeur de notre cryptographie quantique. Madame, on va vous donner le micro. Bonjour.
À l'opposé du monsieur, je suis novice. La seule pédigré que j'ai, je suis maman d'un fils qui a fait l'INSTA il y a 10 ans. Donc, moi, quand je vous ai entendu parler, je me disais, quelle finalité? En fait, vous êtes sur une finalité, il me semble, d'intérêt public. Voilà. Et donc, est-ce que vous n'êtes pas l'équivalent de la CNIL au niveau codage? Et est-ce que vous avez des financements? Est-ce que vous êtes vécu comme ça dans vos financements? Alors, oui, en termes de finalité, c'est complètement une finalité publique. On a un vrai... un vrai travail au niveau international qui consiste à établir des standards et vérifier que des standards sont sûrs. Donc ça veut dire aussi qu'on a un vrai besoin d'indépendance. C'est quelque chose qui est super important pour nous. Pour nos financements, on a des financements de chercheurs classiques, donc des financements de recherche publique, qui sont des financements publics essentiellement, oui. Donc c'est un peu le pendant de la CNIL ou c'est un petit peu le pendant, je dirais, très indépendant de l'ANSSI. L'ANSSI ne pourrait pas participer comme nous à des efforts de standardisation internationaux parce que l'ANSSI est trop près de l'État. Donc on pourrait soupçonner, l'ANSSI pourrait être soupçonné par d'autres pays de vouloir introduire des trappes ou des choses comme ça dans nos algorithmes. Alors que nous, les chercheurs à l'INRIA, c'est comme le CNRS, donc on n'a pas spécialement d'intérêt à faire ça. Donc effectivement, c'est important pour nous, cette indépendance. Donc on fait attention, par exemple, à ces financements, à qui sont nos tutelles, parce que pour nous, c'est ce qui assoit quelque part la confiance que tous les collègues partout dans le monde peuvent avoir dans nos travaux. Merci encore Anne Canto, on vous applaudit à nouveau. Je voulais frustrer personne, donc si vous voulez prolonger la discussion avec elle, ça se passe là-bas. Vous pouvez visiter le salon d'exposition dans l'EDF Lab avec des animations et la présentation de projets futuristes. Et il est temps à présent de faire une pause méridienne que vous allez sans doute allouer au maintien de votre équilibre énergétique par le truchement d'une ingestion modérée de nutriments. Donc bon appétit, on se retrouve à 14h.